tout le monde. Au cœur de la littérature a le plaisir ce soir donc d'accueillir M. Casimir Kodjo, auteur du roman Cédotone ou Une enfance brisée. Michael, bonsoir. Bonsoir, Ouya. Bonsoir, Casimir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous voyez, cette fois-ci, on a un auteur qui vit au Sénégal, qui travaille au Sénégal comme médecin, mais qui est né au Bénin et qui écrit ici dans son livre sur les conditions de l'enfance, particulièrement au Bénin. Mais, Casimir, je vous ai déjà demandé dès le début et je redemande qu'est-ce que vous avez fait avec votre titre sur le livre. Il faut nous expliquer. Vous voyez que c'est tout ordre, mais si vous essayez de lire, vous n'êtes pas très sûr. Est-ce que c'est du celtique, du chinois ou vieux assyrien? Alors, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par cette... Oui, vous voyez hein, que ce n'est pas très évident. Alors, Casimir, tu nous rends difficile la tâche. Ok, merci bien, directeur. Merci aussi la directrice de la bibliothèque. Je remercie aussi le public. Je dis merci à l'Institut Goethe pour m'avoir invité sur ce plateau pour pouvoir présenter cette œuvre qui est ma première œuvre. Et je suis... Oui, c'est ma première œuvre littéraire. Je suis aussi très ravi que ce soit l'Institut Goethe qui soit le premier institut au Sénégal à m'inviter. C'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Donc, pour revenir à la question posée par le directeur de l'Institut, au fait, j'ai voulu faire un métissage culturel. Et j'aurais bien aimé écrire tout le roman en langue, dans ma langue, qui est le Goumbé, parlé dans la capitale du Bénin, qui est Porto-Novo. Oui. Et si vous venez à Dakar, pour être sénégalais, il faut parler le Wolof. Oui. C'est le constat que tu m'en as fait. Que tu sois blanc, rouge, noir, jaune, si tu es à Dakar et que tu parles Wolof, tu es déjà sénégalais. Vous voyez? Donc c'est une culture que j'ai aimée. Mais avant de venir à Dakar, moi je l'avais déjà interné en moi-même, en me disant qu'il n'y a aucun développement qu'on puisse faire dans la langue de l'autre. Le développement commence par sa propre langue. Et comme je ne suis pas très bien alphabétisé aussi, j'ai fait l'école française, j'ai voulu marquer déjà ma volonté, mon désir de ce bilinguisme en mettant comme le titre du roman Cédotone. C'est Cédotone que ça veut dire. Ché, c'est le CE. Do, c'est le D, pareil avec le O non fermé. To, c'est le TO encore non fermé. Et le D, c'est encore ce qui suit. On sait des syllabes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, en quelque sorte, je n'ai pas de porte-parole. Je n'ai personne pour porter ma voix. Ce mot... Oui, ce mot-là. Je n'ai personne pour porter ma voix. Je n'ai personne pour me défendre. Et ça résume à lui tout seul le contenu du roman sur les enfants abandonnés, les enfants maltraités qui, du coup, n'ont personne pour porter leur voix. Oui. Voilà, donc c'est un peu l'explication. Cédotone. C'est Cédotone Mantine. Cédotone Mantine. Je n'ai pas mis le menti là ici. Mais j'ai mis seulement Cédotone. C'est Cédotone Mantine. Je n'ai pas de porte-parole. Vous n'avez pas compris. Non, mais je pense que donc, ce roman est destiné en premier lieu aux Béninois, je dirais. Non, pas forcément aux Béninois. Non. Mais comme je suis béninois, l'écrivain écrit toujours dans sa culture. Voilà. On revient au Bénin maintenant. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai,
que votre éditeur est ici présent dans la salle aussi? Non. Celui avec qui je suis venu vous voir, Oui. en fait, c'est mon conseiller à la promotion du roman en Côte d'Ivoire, qui était de passage ici. Oui. Et comme j'avais rendez-vous avec la directrice, donc je suis passé la voir ensemble. Très bien. Mais on va revenir sur le point que vous avez mentionné tout à l'heure, sur l'intégration. Il me semble que vous-même, vous vous êtes très très bien intégré au Sénégal, puisque vous travaillez, n'est-ce pas, dans une clinique ici, à l'hôpital Fann. Oui. Expliquez-nous un peu votre biographie et votre chemin de carrière. Ok, d'accord. Il faut dire que d'entrée de jeu, je suis médecin de formation. Also médecin. De formation. Et comme on le dit, de carrière. Et j'ai eu mon doctorat d'État en médecine en 2005 au Bénin. Sur quel sujet vous avez travaillé? Oui, ma thèse portait sur les troubles psycho-affectifs des enfants en structure d'accueil. Donc ça avait encore une relation avec ce roman. Et je veux dire que ce roman est en quelque sorte une suite à cette thèse scientifique. Donc j'avais fait dans les structures d'accueil là où on était les enfants abandonnés, les enfants de la rue. Donc j'ai essayé de mettre en place un protocole pour explorer les troubles psycho-affectifs que présentent ces enfants abandonnés. Ça, c'est là où vous avez déjà rencontré le sujet, en fin de compte, de votre roman. Non. 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 Et la rencontre avec le sujet de mon roman est partie depuis mon enfance, quand j'étais enfant. Non, parce que c'est lui qui raconte en fait l'histoire. Oui, mais parfois jusqu'à la fois. Donc c'est un genre de roman autobiographique. Oui, ça en a l'air, mais ce n'est pas ça. Je suis comme un témoin populaire de l'histoire qui est racontée. Donc ce n'est pas mon histoire qui est réellement racontée, mais c'est un témoin qui observe, qui voit et qui dit ce qu'il a observé. D'accord. Mais vous n'étiez pas un enfant abandonné? Non, non. Tant mieux. C'est l'impression. Je suis content pour vous. Merci beaucoup. Mais vous avez fait des observations de genre d'histoire que vous avez que vous racontez dans votre livre. Exactement. Et l'observation est partie de chez moi-même, de ma maison. Mon papa, c'est un exactement, et polygame comme tout bon Sénégalais. Mais ce qui fait la différence, c'est que c'est un chrétien. Exactement, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Attends, c'est un chrétien? Alors que les musulmans, donc d'habitude, les musulmans, c'est la polygamie. C'est ici que j'ai vu cette distinction. Sinon, au Bénin, tu peux être chrétien et avoir 1000 épouses. Et aller à l'église avec les 1000 épouses que tu as, avec les 2000 enfants que tu possèdes. C'est ici au Sénégal, quand je parle avec les gens. Quel pays? Le Bénin, c'est un pays fabuleux. Donc, mon papa est polygame de 7 femmes et toutes les mamans. C'est des familles nombreuses. Oui, c'est une famille nombreuse. Donc, toutes les mamans avaient. Bon, c'est celle que je connais. Je lui connais 7 épouses. Bon, le reste, ce n'est pas mon problème. Donc, chaque maman avait un ou plusieurs enfants placés, que j'ai appelés Fidomengon ou Fidomessi. C'est enfant ou en bout. Ma maman en avait, quand moi j'étais enfant, elle en avait 2. Mais il y a d'autres. Mais qui en possédaient. Mais quel est le constat que j'ai eu à faire quand j'étais enfant? J'ai vu que la façon de traiter ou bien de suivre ces enfants, cette façon n'était pas la même d'une mère à une autre. Ouais. Et il y avait des mamans qui bien traitaient, si je peux m'exprimer comme ça, leurs enfants, et il y en avait qui maltraitaient également leurs enfants. Comme le cas de l'actrice de l'héroïne de ce roman.
Et déjà là, ça a attiré mon attention. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut amener une mère qui a aussi eu des enfants à maltraiter d'autres enfants? Ou qu'est-ce qui peut amener des adultes à maltraiter les enfants? C'était la co-épouse de votre maman. Exactement. Ok, mais vous, votre maman ne maltraitait pas les... Non, ma maman, justement, ne maltraitait pas ses enfants. Et c'est de là où... Elle vous a plutôt gâté, hein? Pardon? Votre maman vous a gâté, certainement. Non, on ne m'a pas capté, parce que quand je vivais avec elle, avec les vilomètres ou bien les vilomètres qu'elle avait, je faisais en tant que garçon, ce qui n'est pas courant au Bénin, je faisais encore des tâches ménagères. Oui. Je balayais sa chambre, je nettoyais les plats. Et quand je revenais de l'école à 17h30, avant de vaquer à tout jeu ou à tout aliment ou à mes études, je dois mettre au propre sa chambre. Si je ne le fais pas, quand elle revient, c'est la calèche. Donc je n'étais pas du tout ménagé quand j'étais avec elle. Donc mon sujet de thèse de mémoire, pardon, de thèse de doctorat, est parti de là où j'ai voulu lui faire hommage pour cette façon qu'elle avait de bien traiter ses enfants. Et quand j'ai continué, j'ai voulu écrire un roman. Même petit docteur que j'ai mis, c'est le prénom d'une de ses principales philomètres avec qui j'ai eu affaire. Alors on retient, avant de nous plonger dans votre livre, on retient qu'au Bénin, on peut avoir 7 épouses, hein, jusqu'à 1000. Est-ce qu'il y a un minimum aussi? Bon, le minimum qu'on peut avoir comme épouse, c'est une femme. Oui, mais c'est vraiment tout dit. Hein. Oui, tout dit. Bon, le Béninois quand même, le Béninois au Bénin, oui, a la possibilité, même en tant que chrétien, d'être polygame. C'est ce qu'il faut qu'on retienne. mais ça, j'avoue que j'ai appris quelque chose ce soir. Je ne savais pas du tout que c'était possible. Je croyais que l'Église chrétienne interdisait des choses comme ça. Pour l'Église chrétienne interdit ce qu'elle a interdit. Les chrétiens font ce qu'ils ont à faire. La culture nous amène à faire aussi ce que nous avons à faire. Parce que même en Afrique du Sud, dans le président, il en a 7, je pense. 4. Il s'est marié. Il est bien modeste. Pas mon père. Mais c'est que, bon, on ne va pas approfondir ces jurés. Mais ce qui m'étonne, c'est que il y a donc plus de femmes que d'hommes, parce que sinon la relation ne va plus être à l'égalité. Bon, il y a plus de femmes que d'hommes. En Afrique. En Afrique, même au Bénin, les statistiques le montrent, hein, il y a plus de femmes que d'hommes. Il faut quand même que les femmes aient leur mari. Et il faut des hommes qui osent s'en occuper aussi. Si un homme prenait une femme, ce serait une crise sociale. Donc tu fais du social quand tu épouses beaucoup de femmes. Moi, pour le moment, j'en ai une. Ceux qui s'engagent cette fois, quand même, forcément, c'est une assistance sociale qu'ils font. Je le dis souvent à l'hôpital aussi. Hein, bon, voilà. Il faut quand même qu'on s'occupe de ces femmes qui n'ont pas la chance d'avoir un homme à elles. Voilà. Oui. Ça dépend de comment, sous quel angle ça s'observe. Très bien. C'est bon à savoir. Ces choses-là sont réglées. Maintenant, on va Voilà. quand même, Bouya. Revenons donc à nos moutons. Ce roman est paru en septembre 2013 hein, à Star Alliance. À Star Édition. Est-ce que vous avez déjà eu à faire sa promotion au Bénin, ici au Sénégal ou bien dans un autre pays africain? Pas encore réellement, puisque je l'ai édité quand j'étais rentré au pays pour les vacances de 2013. Et les contraintes professionnelles voudraient que je retourne encore à Dakar très tôt. Donc j'ai fait le lancement du roman au Bénin le 12 septembre 2013. Le 15, je prenais l'avion pour rentrer à Dakar. Donc je n'ai pas eu le temps matériel de faire la promotion au Bénin. J'attends donc de rentrer encore pour de longues vacances pour faire cette promotion. Ici à Dakar, comme je le disais, l'Institut Goethe est donc la première maison qui a accepté de présenter cette œuvre. Et c'est avec plaisir.
avant d'entrer un peu dans le fil d'histoire de votre roman, on va peut-être d'abord dire qu'il s'agit d'une littérature, je dirais, sociale. Et ça m'a frappé quand j'ai lu ce roman. Ça a beaucoup de ressemblances avec, dans le genre, avec des romans qui ont apparu en Europe au XIXe siècle. Des romans qui, justement, où il y avait ces enfances perdues, brisées, la misère, la pauvreté, tout ça, on le rencontre chez Balzac, disons, chez Dickens et dans les romans allemands aussi. Donc, c'est une littérature sociale, en premier lieu, et tout en n'étant pas une littérature engagée dans le sens strict du mot. Donc, ça relève certains faits sociaux et tout autour d'une histoire. Et il faut dire que l'histoire est plus belle que les circonstances. Hein? Parce que sans dire de trop, à la fin, le lecteur est heureux. À ça, au moins, le lecteur, c'est déjà un homme heureux ou une femme heureuse. Mais le départ de votre roman est tout à fait différent. Ça commence par une situation plutôt malheureuse d'un certain enfant. Racontez-nous un peu de cet enfant. Okay. C'est une histoire sociale, c'est vrai. Il faut aussi dire qu'en plus d'être médecin, j'ai une compétence de socio-anthropologue. J'ai eu une licence en socio-anthropologie. Le médecin est déjà un bon observateur et le socio-anthropologue vient encore appuyer cette observation. Donc l'histoire que j'ai racontée ici prend, comme je l'ai dit, appui sur le fait social de la maltraitance. Une fille placée, une fille qui a été arrachée à sa famille d'origine déjà à l'âge de 4 ans. De 4 ans. 4 ans. Ouais. Et qui a été placée d'abord au Nigeria, auprès d'une famille de Yoruba, et qui a vécu tout ça, mais qui travaillait dans les gavions de sang. C'est ça, c'est votre description du travail dans les carrières, Voilà. est quand même prenant, Ouais. parce que on se dit c'est pas possible. Et encore, il faudrait dénoncer les autorités qui laissent se produire des faits comme ça. Exactement. Et les autorités n'ont pas toujours les moyens réels, mais là, il y a un manque de volonté politique pour pouvoir enrayer le phénomène. Voilà. Ouais. Parce que, cher Casimir, que personne ne me dise qu'il y a un manque de moyens. Tout d'abord, il y a un manque de volonté politique. Hein? Exactement. Donc, c'est ça qui favorise donc, que le phénomène continue. Donc, cette fille, elle va vivre tout le cheminement d'un enfant placé qui a été arraché de sa famille. Mais les parents, en le faisant, pensaient que l'enfant allait connaître une existence heureuse. Parce que quand les gens viennent nous voir pour dire ah, nous sommes à Cotonou, et donc votre enfant, vous voyez, il est ici, bien elle est ici, nous aussi on peut l'amener à l'école, elle va connaître une bonne carrière, les parents, ce ne sera pas le cas. Les parents qui ont déjà mis leur bouche sur la bouche, sur les mains à nourrir, rapidement, ils laissent les enfants. Et cet enfant, le temps donc qu'elle a quitté le village pour rejoindre Cotonou, déjà, cette misère commence, on ne déjà pas crier sur lui, on l'affame comme on veut, enfin, très tôt le matin, donc à 4 h du matin, il faut qu'elle se lève,
elle va se coucher tard. Donc déjà, cette misère commence. Donc c'est un peu ça, cette histoire qui est relatée. Le lecteur, à la fin, est heureux parce que je me suis dit, comme je l'ai écrit ici, que l'auteur refuse le scepticisme et croit que derrière toute vie, il y a une source de bonheur qu'il faut découvrir et faire jaillir. Parce que je me suis dit, l'homme n'est pas venu au monde pour souffrir. Ça c'est faux. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Mais le processus pour être heureux, ça dépend de chacun de nous tous et des circonstances de la vie, de ceux que nous rencontrons sur nos chemins. Et je le dis souvent, les talibés que nous voyons ici sur les rues, dans les rues à Dakar, il suffit que quelqu'un de bonne volonté arrive à prendre un talibé qui le met dans une école ou bien dans une structure, pour que 15 ans après ce talibé devienne un homme heureux. Ouais, donc c'est un peu le mécanisme de la vie que j'ai essayé de décrire. Heureux et très enrichissant pour la société. Exactement, profitable pour la société. Voilà. Alors, ne cachons pas le nom de cette jeune fille qui sera donc l'héroïne. Elle s'appelle Enonion. Enonion? Oui. Tu as bien prononcé. Oui, si. Bon. Merci. Et elle va devenir... Voici la tout. voilà. Alors, elle est d'origine chrétienne et elle devient, par la suite de ses destins, musulman, indiqué par le changement de nom. Et maintenant, après la carrière, qu'est-ce qui se passe? Ok. D'abord, il faut dire, Enayon, je l'ai dit dans le roman, Enayon n'est pas son vrai prénom d'abord. Je n'ai pas voulu mettre son vrai prénom dans le roman, pour question critique. C'est le dire son vrai, c'est le dire de la personne que vous connaissez. Exactement, de la fille que je connais. Oui. Enayon, c'est... Et la vraie, ça s'appelle comment? Je me fais gagner ça comme moi. Donc, Enayon, c'est l'ironie du nom, comme on le dit. Enayon, c'est un symbolisme. Enayon engombré, toujours qui est ma langue portée, parlé à Porte Nouveau. Enayon veut dire demain sera meilleur. Demain sera bon. C'est ce que veut dire Enayon, ça. Demain sera meilleur. Voilà. Donc, je prends le cas de quelqu'un qu'on a vu à l'école, jusqu'en cas de terminale qui doit passer son bac. Au Bénin, quand tu as le bac et que tu as accès à l'université, l'université c'est un milieu de galère. Les étudiants au Bénin sont surnommés en quelque sorte Sonagnon. Ça veut dire que demain sera bon. Voilà, donc, vous dites que c'est la galère? Oui, à l'université. Oui, Vous écoutez là. Mais à Dakar, c'est ça aussi? Et demain, cela sera bon. Exactement. Demain sera bon. Oui, je voudrais savoir pourquoi est-ce que c'est la galère? C'est la galère à l'université parce que l'étudiant n'a jamais ce qu'il lui faut pour étudier. Soit tu viens d'un milieu rural, tu n'as personne dans la ville universitaire, il faut chercher logement, les parents doivent envoyer l'argent, la bourse, bon, je vais peut-être dire ça hors micro, la bourse prenne 6 mois après avant de finir, les étudiants se font bastonner. Je crois que ce n'est pas une nouveauté ici. Donc c'est un peu ça. Donc, revenons donc à Enayon. Enayon veut dire demain sera bon. Voilà, donc j'ai mis ça dedans comme ça. Et votre question c'était quoi? Je l'ai oublié en expliquant. Pardon? Je crois que je n'ai pas posé une question, j'ai simplement mentionné le nom de la jeune fille. Aussi là, toi, ma question, c'était donc cette famille-là, on l'a laissée partir en croyant qu'elle allait avoir un destin heureux, au mieux au moins. Et donc, elle se trouve d'abord dans les travaux de la carrière. Et après? Ok, d'accord. Donc, les travaux de la carrière, qu'est-ce qui s'est passé? En lisant le roman, vous allez voir que c'est des enfants qui se gèrent eux-mêmes. Vous quittez la carrière la nuit, vous n'avez nulle part où dormir, vous allez dans les cabanes de fortune et la nuit, quand il pleut, l'eau coule.
Ces enfants sont obligés de rester debout côte à côte, se serrer pour avoir une chaleur humaine. Et un jour, dans tout groupe, il y a celui des révoltés. Juste pour vérifier, ce sont des détails qui m'ont vraiment serré le cœur. Et c'est vérifié, c'est comme ça. Quand vous avez lu le passage, j'ai cité un organisme international, Oui. Terre des hommes. Oui. Cette histoire, elle est vérifiée. Terre des hommes a dû rapatrier des enfants béninois de la carrière d'Alpéoupla. Et on les présente à la télé, puisqu'on ne connaît plus les parents. On les présente à la télé et on dit tel enfant venu de tel endroit, voilà, qui sont les parents de venir voir et au centre Oasis pour pouvoir les récupérer. Donc c'est des histoires qui sont vérifiées. Et les propriétaires de cette carrière, est-ce qu'ils ont été mis en prison quand même? Et les propriétaires de ces carrières, vous savez, c'est un réseau. Et le réseau a ses embranchements jusqu'au niveau politique. C'est des gens qui s'estiment être intouchables. Voilà. Ok. Bon, après la carrière. Après la carrière, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant est retourné au centre Oasis. Donc on l'a replacé ensuite dans sa communauté. Vous voyez, c'est un peu le processus. Quand on essaie de faire un soutien psycho-affectif à ces enfants, un soutien psychologique, on les retourne aux parents en expliquant aux parents toute la misère vécue par leurs enfants. Et dans certaines structures, on leur donne même des moyens pour faire des activités génératrices de revenus. Mais très tôt, l'enfant peut plonger dans sa communauté. Le problème de pauvreté étant toujours là, il n'était pas réglé. L'enfant, par un autre circuit, se retrouve encore dans le phénomène de vidomécie, dans le phénomène de maltraitance. Vidomécie, hein? Vidomécie veut dire enfant placé. Vous voyez? Ça, vous connaissez cette expression? C'est béninois? Oui, c'est béninois. Vidomécie, c'est-à-dire enfant placé auprès de tierces personnes. Vous voyez? Donc, l'enfant se retrouve encore dans ce circuit, c'est dans ce processus que l'enfant s'est retrouvé dans notre maison à nous. Mais après, voilà, elle était accompagnée de sa maman. Elle était accompagnée de sa maman, ou bien? Non, elle n'était pas accompagnée de sa maman. Celle qui a été la médiatrice pour qu'elle se retrouve, c'est sa tante. Sa tante qui, au départ, avait dit aux parents qu'elle va aider sur l'école, l'instruction, tout ça. Mais finalement, c'était une action de vente. Donc, elle a placé Enagnon auprès d'une personne et chaque fin du mois, elle venait prendre de l'argent sur le placement d'un poste d'Enagnon. C'est sa propre tante, hein? Oui, sa propre tante. Oui, jusqu'au moment où Enagnon, un jour, révolté, a dû la chasser du marché. En ce moment, Enagnon rentrait déjà dans l'adolescence, 15 ans, 16 ans. Donc, elle s'est révoltée contre le phénomène et a chassé sa tante. Donc, c'est de là où elle a pris conscience que la révolte en elle-même a commencé. D'où son idée d'aller chercher maintenant ses origines, identitaires. C'est un peu comme ça. Elle ira à la recherche de sa famille. Qu'est-ce qui pousse les parents à envoyer leurs enfants travailler Je dirais que dans un premier temps, je peux dire que c'est la pauvreté, mais pourquoi leur faire des enfants pour qu'ils souffrent après, en fin de compte? Aucun parent ne veut faire d'enfant pour que l'enfant souffre. Mais qu'est-ce qui se passe? Les conjonctures économiques, la pauvreté, l'ignorance, surtout, l'ignorance, fait que les parents pensent que placer un enfant apporte bien. Mais je vais préciser une chose. Il est bien que je dise que le phénomène de placement d'enfants au Bénin n'est pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui existe depuis longtemps. Et dans ce contexte, avant, dans les années 60-70, qu'est-ce qui se faisait? Ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, ceux qui sont dans les grandes villes, fonctionnaires, instituteurs, n'étaient pas vraiment nombreux. Donc, ils se permettaient de prendre les cousins, les cousines, les neveux et autres amis du village pour les amener en ville, pour que ceux-là aillent à l'école. Et ça, la maltraitance n'existait pas. Tu prenais l'enfant comme ton propre enfant et tu l'aides à avancer. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de cadres qui gèrent le pays actuellement, qu'ils soient députés, ministres ou pas, même le président aussi de la République actuelle, ils ont été des enfants placés auprès des oncles qui étaient cadres en ville. Donc c'est un genre de réseau
familial, communautaire. Voilà. S'entraider. S'entraider. Donc, il n'y avait pas un mouvement d'argent ni de maltraitance qui existait en ce moment. Mais très tôt, le caractère mercantile avec la conjoncture s'est infiltré dans ce réseau communautaire d'entraide, où les gens mettent en place des enfants pour de l'argent. D'accord. Je vous lis cet extrait et vous allez me le commenter. Je crois qu'il est indispensable pour nous, surtout en ces temps difficiles où la conjoncture a gagné tout le monde et où la pauvreté est galopante dans nos communautés, de confier nos enfants à des hommes de bonne volonté qui veulent bien nous aider à subvenir à leurs besoins, combien nombreux. Pour finir, je vous informe que mes 5 enfants sont au Nigeria et avec ce qu'ils m'envoient, je parviens à supporter les autres. Et d'ici là, je doterai la fille du guérisseur Agolago pour ma 10e noce. Dites-moi alors ce qu'il y a de mauvais dans cela, car moi, je n'y vois que du bien. Quand on place un enfant quelque part, qu'il soit obéissant à ses tuteurs et les fruits retomberont sur lui-même et sa famille. J'en ai fini. Ok, là, il faut dire que c'est à un conseil de village que cette discussion a lieu. Voilà. Parce que quand Enagnon va se révolter contre elle-même et contre sa situation d'enfant placé en ville, il va demander l'autorisation à sa cultrice d'aller connaître son village. Elle vient dans un village dévasté par les inondations. Les cases sont emportées, les familles disloquées. Elle n'avait plus de repères réels dans ce village. Et ça fait plus de 10 ans qu'elle a quitté le village. Et à 4 ans. Donc, plus personne ne l'a reconnue. Donc, elle va dormir en pleine lune, d'abord la première nuit quand elle vient. Et au petit matin, on l'amène chez le chef de village, qui ne l'a pas aussi reconnue. Donc, le chef de village va convoquer une réunion à la place publique, sous la parole, et les différents conseillers vont prendre la parole. Et c'est dans ce réseau, dans ce groupe de conseillers, que nous allons trouver ce vieux qui a déjà 5 enfants, je crois, au Nigeria. Et qui prend de l'argent. En fait, 5 enfants, si c'est 10 000 qu'il reçoit par mois, ça fait 50 000. C'est plus que le SMIC. Ouais. Donc, avec les 50 000, il a un salaire à lui pour s'occuper des autres enfants. Et donc une 10e épouse. Oui, ça rejoint le point de polygamie que j'ai dit au Bénin. Oui, au Bénin, d'abord, la grande famille, c'est ce qui est normal. Et faire beaucoup d'enfants, ce n'est pas là le problème. Avoir assez de femmes, ce n'est pas là le problème. Ouais, donc, avec les ressources qu'il tire de ces placements d'enfants, il va doter la 10e, sa 10e. Et donc, lui, il ne trouve pas de mal. Personnel. Oui, lui ne trouve pas de mal à placer un enfant. Voilà, c'est pas ça. Mais si vous arrêtez là, c'est pas bien. Il y a également la contre-attaque. De la fille, son papa a été empoisonné. Elle a pris un garçon. C'est un garçon. Garçon. Son papa a été empoisonné par les membres du conseil. Voilà, exactement. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut un moment, toujours dans ce village, où on était venu chercher des enfants pour aller travailler dans une carrière de canne à sucre pour une société. Les enfants qui n'ont pas encore l'âge de travailler, on vient les chercher. Donc, dans le conseil, des gens ont refusé. Comme le vieux, enfin, j'ai oublié son nom. Le vieux a dit non, il s'est opposé. Et il était secrétaire du conseil. Donc, sa signature était capitale pour que les enfants puissent aller dans la carrière. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les sociétés, les multinationales sont très fortes. Ils vont corrompre les autres membres du conseil. Mais ils ne sont pas arrivés à corrompre donc ce vieux. Et souvent, après le conseil, les gens boivent. Et c'est au cours de cette petite fête où on partageait l'alcool local, on lui a mis un poison dans son verre. Il va en boire naturellement et un vendredi soir, tout de blanc vêtu, il va boire et ce serait quand même la dernière boisson qu'il aurait bu sur cette terre. Et ce vieux handicap disparu, la société de SV, je crois, a eu le quitus et les enfants sont allés donc dans la carrière. Donc le jeune homme,
va réagir et rappeler à eux tous le souvenir de son père. Pour dire, écoutez, vous avez fait ça à nos papas ici, nous sommes déjà grands et ça ne se passera plus. Voilà un peu ce qui s'est passé. Mais il faut quand même dire, dans la perspective du roman, que cette fille-là, qui commence un chemin très dur, connaît quand même le bonheur et même la richesse. Comment se fait-il? Ok. Et on dit souvent que Dieu ne dort pas. Et Dieu veille sur chaque tête. Quand vous souffrez le jour, vous avez le bonheur la nuit. Et moi, je refuse la souffrance jusqu'à mourir. Je dis qu'un jour, l'homme va être heureux. Et donc, cette fille, il faut aussi dire autre chose. Il faut dire que l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Peut-être que dans tout le récit, j'ai mis un peu d'imagination, un peu de trucs, mais l'histoire est vraie. Cette fille qui a la boutique Nishik, cette dame qui a la boutique Nishik, Nishik existe bel et bien à Cotonou. Je suis la ministre Thérèse, pour ceux qui vont à Cotonou. Mais la boutique appartient à une dame qui a été vidéo-récit. Et quand sa tutrice était toute puissante, toute riche aussi, et on a même donné, il y avait un grand carrefour à Cotonou, qu'on appelle carrefour Marina. Le nom de Marina provient de la tutrice de cette dame, qui était tante. Non, attendez, je reviens là-dessus. Donc la tutrice s'appelle Marina, et elle existe bel et bien. Et le carrefour est à Cotonou jusqu'à présent. Et vous imaginez que parmi tous les enfants de cette tutrice, et parmi les vidéo-récits qui étaient restés avec la tutrice, cette dame à qui appartient la boutique Nishik est également la seule qui a émergé. Effectivement, elle est devenue riche. Et je vais le dire, c'est la dernière épouse de mon papa. Votre papa est riche, donc, à travers. Non, c'est pas de ça que je parle. Je dis que la dame est la dernière épouse de mon papa. Donc, l'histoire l'a intégrée également, quand je l'ai vu, de son parcours d'enfant domicile jusqu'à être riche. Donc, cette boutique existe. Ouais. Et c'est ma façon de dire que le bonheur existe quelque part. Ça me touche spécialement votre philosophie que je trouve très belle, que l'homme doit être heureux, on devrait être heureux pour moi. Oui, mais à propos du bonheur, il me semble que vous avez beaucoup d'admiration pour cette fille. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui. Comme vous la décrivez dans le livre. Il faut dire que la description que j'ai faite dans le livre est la description que j'ai dans mon cœur d'une femme, d'une belle femme. C'est comme ça que vous imaginez votre femme. J'aurais imaginé ma femme ainsi si l'histoire se reposait sur ma femme. Oui. Mais je n'ai pas. On m'en parle. Voilà. Mais je pense que la femme, comme type idéal, voilà, doit être la femme africaine. Ouais. Ah bon? Oui. Il faut dire non, hein, madame. Belle. Oui, écrit. Mais il serait bien que je lise à la partie si ça vous intéresse parce que là. Ça nous intéresse. Est-ce Parce que là, j'ai encore mon mot à dire. Vous pouvez vous trouver la partie pour moi? C'est à plusieurs reprises, non? Je l'ai décrit quelque part si vous la voyez à porte nouveau marché. Mais décrivez, vous connaissez beaucoup. Bon, ok, d'accord. Donc, je l'ai. Osilatou est une fille belle, élancée, avec un bassin que j'ai dit en Coca-Cola. Donc, vous imaginez donc une femme élancée qui a quand même une taille raisonnable, comme ça, et qui vient au bassin échancré, avec des rondeurs à la hanche, et qui se regroupe maintenant pour aller faire des jambes longues. En parlant de sa poitrine, j'ai dit que c'est une poitrine généreuse,
pamplemousse, dessin en pamplemousse. Là, j'avoue que j'avais une petite doute là. Donc, on dessin en pamplemousse. Et puis, quand vous la dépassez dans les rues de Porte-Nouveau, vous ne pouvez pas résister au désir de tourner la tête et de regarder comment elle marche. Voilà. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes. Je refuse d'être hypocrite. Et ça, c'est très honorable. Si. Quand les hommes passent une femme, le premier réflexe c'est de tuer et de voir comment est-ce qu'elle marche. Enfin, je parle de l'homme typique africain que je connais. Donc, effectivement, la cadence de la démarche de Roscatou rythme bien avec ce qu'elle est comme jeune fille, adolescente de son âge, et qui s'ouvre comme ça donc, à la vie, de l'amour, de la puberté, voilà, avec les décharges hormonales et à la page 64. Là, on parle donc du cas des enfants abandonnés et tout. Et je voudrais donc, voilà, je salue au passage Mme Antamo de l'Empire des enfants qui va nous parler du cas du Sénégal à propos donc, des enfants abandonnés ici au Sénégal. Applaudissez. C'est une dame vraiment très voilà, donc il s'occupe bien des enfants. Vous allez tout à l'heure donc vous parler de ce que vous faites. Et si vous voulez donc à travers ce passage, donc qu'elle intervienne un peu. 64. Voilà, c'est la page 64. Le monde change et les hommes avec. Du temps de nos pères, jadis où nous étions jeunes, l'enfant était un être sacré. Celui-là qui se permettait donc d'en maltraiter un était voué à la malédiction et la punition des dieux. Comme cela, l'enfant était adoré et même vénéré. On frappait les enfants certes, mais c'était juste pour les éduquer par le châtiment corporel. Mais de nos jours, à quoi assistons-nous? Des enfants abandonnés dès la naissance, dans les fosses, des enfants maltraités et exploités comme des esclaves, puis certains qui sont vendus ou encore d'autres qui sont tués par des sacrifices rituels. Les problèmes sont nombreux et si nous devons nous y atteler, nous passerons toute l'année ici. Le plus important est que chacun de nous ici présents prenne conscience que nous ne devons pas maltraiter nos enfants ou les enfants d'autrui. Prenons l'air d'être le plus informé du Conseil et annonçant pour finir qu'il existe des textes de loi votés par l'Assemblée nationale française qui réprimandent les auteurs et les complices de maltraitance des enfants et que quiconque qui serait accusé paraîtrait le reste de ses jours en prison. Voilà. Donc c'est toujours dans l'assistance. Exactement. Ici, c'est toujours dans le conseil communal, pardon, le conseil du village. Et vous allez voir quelque part, il dit qu'il existe des textes de loi votés par l'Assemblée nationale française qui réprimandent les auteurs et les complices de maltraitance des enfants. Voilà. C'est un vieux, ou bien un vieil ancien combattant qui a connu donc les guerres d'Indochine, les guerres que la France a faites contre certaines colonies qui se révoltaient, et qui est revenu au village passer ses vieux jours. Donc c'est un notable donc, qui a pris siège donc, au conseil. Donc il donnait sa façon de voir le problème en tant qu'élevé il était le plus informé du groupe par rapport à la France. Il a eu la chance de connaître la France, Dakar, tout ça. Donc il sait qu'il y a l'Assemblée française. Pour lui, c'est la France. Donc il ne sait pas que dans son propre pays, il y a eu l'indépendance, il y a eu une assemblée. Donc c'est lui qui informait les gens. Car attention qu'il y a des textes qui répriment ces genres de comportements. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc c'est dans ce sens que je voudrais donc que Mme Antamo intervienne sur le cas donc, du Sénégal. Là, donc, il a parlé du cas du Bénin, la maltraitance des enfants et tout. Quel est le cas ici au Sénégal? Vous vous présentez d'abord. Bonsoir, bonjour tout le monde. Je m'appelle Antamo. Je m'occupe d'un centre qui s'appelle Empire des enfants. On est à la Malicie. C'est un centre d'accueil d'urgence pour les enfants en difficulté, et particulièrement les enfants qui traînent dans les rues,
qu'on appelle tout simplement des talibés. Et malheureusement, souvent, c'est des gosses qui souffrent, qui sont dans la rue, que les parents avaient certainement envoyé quelque part pour être éduqués, et ils se retrouvent dans une situation simplement d'être exploités voilà, toute une journée, toute une année, tout un mois. Voilà, l'Empire des enfants s'occupe de ces enfants-là. On a d'autres profils, mais bon, la plupart du temps, c'est vraiment des enfants qui sont abandonnés un peu par les familles, souvent parce que beaucoup ont une croyance qui les appelle à donner leur gosse, à avoir confiance à une personne, entre guillemets, qu'on appelle un maître coranique, ou entre guillemets, vilain marabout, quoi, donc exploiteur d'enfants. Ce n'est pas le cas général. Il y a certainement beaucoup d'autres daras qui font un travail exceptionnel, qui sortent les enfants, qui réussissent et tout. Mais malheureusement, ce qu'on voit dans les rues de Dakar, ce qu'on voit en général, et c'est beaucoup d'enfants malheureux, pieds nus, qui sont là du matin, de 6h du matin à 11h du soir. On les voit traîner dans la rue, essayer de trouver une pièce, et c'est comme un travail pour eux, parce que les enfants te disent souvent, je n'ai pas assez d'argent pour aller verser à mon... Voilà. Et encore, moi, je n'appellerai pas marabout, c'est un exploiteur d'enfants ou un proxénète simplement. Parce qu'envoyer des enfants, des centaines d'enfants, des milliers d'enfants, pour aller récolter des fonds pour un adulte qui est tranquillement installé quelque part et qui attend tous les soirs pour recevoir, c'est pire que la prostitution. Donc c'est très grave. Et malheureusement, le Sénégal a ce problème qui nous a surpris quand même, parce que mais ça commence à être long. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas au Sénégal. Il y a toujours eu des daras, il y a toujours eu l'éducation islamique, il y a toujours eu le Coran, même après l'école et tout. Mais on n'a jamais vu de cette forme-là d'agression quelque part sur les enfants qui dure depuis des années et des années, comme si on avait accepté finalement ce phénomène, on l'a banalisé. Voilà, tout le monde voit un enfant, tout ce qu'on pense, on lui donne une pièce et on avance. Comme si cet enfant est là aussi pour aider moralement des adultes, ou les aider spirituellement, ou je ne sais pas dans quel sens, ou même les sacrifices simplement. J'ai entendu parler de sacrifices. Donc, voilà, on veut sacrifier quelque chose, il faut prendre un petit garçon qui a tel âge, qui a les yeux comme ceci ou comme cela. Donc c'est vraiment triste. Je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, c'est une des batailles où on devrait aussi se lever pour dire non, non, non. Il y a eu un drame l'année dernière où 9 enfants sont morts, enfermés dans une pièce par une personne mal intentionnée. Parce que les enfants, quand ils en ont marre, ils courent, ils s'en vont. Et le soir, bon, une fois que le versement est réglé, on enferme ces enfants. Et le drame est arrivé dans la nuit. Voilà, ça a brûlé. Le gars, le temps qu'il arrive, parce que lui, il enferme les enfants, il va chez lui, dans son luxe, aller retrouver sa petite famille. Les enfants lui ont donné ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent. Donc, on devait vraiment profiter aujourd'hui de chaque situation, parce que moi je crois que c'était une alerte. Dieu a envoyé un message pour dire attention, attention, il en a tué 9 pour en sauver des milliers, mais je crois que la leçon n'a pas été ni comprise, ni considérée, surtout par tout le peuple sénégalais. Moi je ne peux pas parler de tel ou de tel, les responsabilités sont situées. Je dis à tous les Sénégalais, tout un peuple, que ce n'est pas normal de laisser encore faire des choses comme ça. Quand 10 enfants meurent, voilà, tout le monde est ému, tout le monde en parle. Même les responsables, les hauts responsables se sont déplacés, ils sont allés sur le terrain pour dire non, c'est fini, plus jamais ça. Une semaine après, tout le monde recule. Et surtout quand il y a des lois qui l'interdisent, qui ne sont jamais appliquées. Le Sénégal a des lois qui interdisent la mendicité, même d'adultes. Bon, on a cette loi, elle ne fonctionne pas. Tout le monde en profite quelque part. Celui qui veut avoir la conscience tranquille, qui donne dans la rue. Celui qui reçoit de l'argent.
par ces enfants qui construisent des maisons, qui ont des belles voitures, qui vont prendre une deuxième, troisième femme grâce à ces enfants-là. Voilà, donc je trouve que c'est très grave et c'est une histoire qu'il faut vraiment... Moi, je parle d'éradication à chaque fois parce que j'y crois. L'Empire est ouvert depuis 11 ans. Je me dis, j'y crois. On laisse faire peut-être, mais nous, en tout cas, de notre manière à nous, nous tirons sur la sonnette d'alarme tous les jours. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'il y a une manifestation pour les droits de l'homme, on m'appelle. Quand je vois toutes les personnes qui réagissent sur simplement quelques cas, et je n'ai jamais vu en gros tous ces organismes qui s'occupent de droits de l'homme, qui défendent les droits de tel ou tel groupe, jamais ils se mettent en avant quand il y a un problème avec ces enfants-là. Je me suis toujours dit, bon, peut-être qu'ils sont trop petits pour qu'on les voit. Ils sont trop petits pour qu'on les mette dans les lois, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si on ne commence pas à la base, l'enfant c'est la base d'une famille, d'une société, et c'est eux qui doivent régler après certains problèmes. Mais si l'enfant n'a rien, si on ne l'éduque pas, si on l'a complètement largué, il est oublié. Non, mais il y a des situations extraordinaires. J'ai entendu parler de trafic d'organes. C'est une réalité. Tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui viennent nous demander, nous montrer des photos, des enfants qui sont perdus, qui ont 3 ans, qui ont 5 ans. Un enfant de 3 ans, il ne va pas se promener tout seul. C'est parce qu'on les enlève. Aussi, ce que je dis, il y a beaucoup d'enfants talibés qui sont victimes de la prostitution, surtout les garçons. Mais tout ça, on a l'impression qu'on veut fermer les yeux. Ce qu'on ne veut pas voir, on ne le verra jamais. Mais je crois que c'est une situation très très grave au Sénégal. Aujourd'hui, et à chaque fois que je dis qu'on est assis sur une bombe, bon, on prend peut-être pour quelqu'un qui dit n'importe quoi, mais je préfère dire n'importe quoi que de ne rien dire en ce qui concerne les enfants et la protection des enfants. Comme si, voilà, ils n'étaient pas là, ils n'existaient pas. Certains enfants nous disent qu'ils ont l'impression qu'on ne les voit pas. On prépare aujourd'hui une exposition où on parle des ombres. Voilà, les enfants disent qu'on ne les voit pas. Les gens passent à côté. Par contre, quand on veut se faire un petit plaisir ou un bien, on les retrouve. C'est-à-dire, on va chercher des enfants pour l'aumône, on va les chercher pour tel ou tel truc, mais on les dépasse toute la journée dans la rue, sous le soleil. Quand il pleut, c'est encore très, très grave, sous le froid. Et voilà, ils sont là, ils attendent que ça se passe et eux-mêmes disent qu'on ne les voit pas. C'est les invisibles. L'expo s'appellera les invisibles en fait, parce que c'est ce que pensent les enfants quand ils grandissent et puis qu'ils commencent à se dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on nous a oubliés. Voilà, je suis désolée, mais quand je rentre dans l'histoire des enfants, on va revenir. Je ne m'arrête plus. Je suis désolée, je sais que je devais juste vous présenter. Et j'ai bifurqué, quoi, voilà. Anta, au contraire, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Voilà. Merci. C'est normal. Je vous remercie aussi, Gueule, qui soutient beaucoup l'Empire des enfants. Et il faut dire, c'est votre institution, oui. Et puis les Saintes Sœurs, non, ça s'appelle comme ça? Comment? Les sœurs catholiques qui s'occupent des enfants laissés, n'est-ce pas? C'est SOS Enfants. Voilà, SOS. Donc c'est un réseau. On travaille quand même avec d'autres. Et pour ne pas oublier aussi, on a ouvert l'Empire des filles. Il n'y a pas longtemps, et des jeunes femmes en difficulté, malheureusement il y en a encore pas mal, qui ne sont pas dans la même situation que les garçons, mais qui se retrouvent dans la rue, grossesse précoce, le papa qui se fâche, qui te met dehors. On les assiste jusqu'à l'accouchement et on se bat pour faire la médiation familiale. On a ouvert le centre en 2014, là, janvier. On est à Gibraltar. Bon, c'est une petite maison qui peut accueillir une quinzaine de femmes et des enfants qui ont entre 5 ans et 12 ans. Et il y a une petite fille qui était abandonnée il y a 2 semaines dans une école. Un matin, le directeur qui arrive, elle a 4 ans, elle ne parle pas. On l'a à la maison, là. Déjà beaucoup la soigner parce qu'elle est arrivée très très malade. Donc voilà, je crois de ne pas trop dire si on peut féliciter le Sénégal d'avoir des femmes comme vous
qui combat le malheur On se bat. de ses enfants. C'est On ça. se bat. Et c'est normal de le faire, quoi, en tant que maman, en tant que Oui, mais- maman, simplement. Il semble que ce n'est pas normal, puisqu'il y a le policier dans la rue qui voit ça, il ne fait rien. Oui. Tout le monde voit. Mais on ignore. Tout le monde voit. Le policier même, il va donner sa contribution pour être tranquille aussi. Ouais. Il donne sa pièce. Mais maintenant, ça nous donne l'occasion Voilà, de de revenir. revenir vers vous, Casimir, parce que votre livre fait tout à fait le contraire. C'est-à-dire, au début, on trouve bien la misère, mais après, quand même, ça devient un concret d'après votre philosophie de bonheur. Et votre livre donne bien d'exemples, n'est-ce pas? Donc, ça devient